bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous présenter un livre sur l'ancienne Égypte et sur l'Atlantide. Anton Parks, la dernière marche des dieux de Atlantide à Abydos. Alors, qui est Anton Parks? Anton Parks a écrit pas mal de livres dans le domaine de l'archéologie alternative. C'est un écrivain franco-allemand. Il aborde donc des sujets de l'ufologie, de la terre creuse, des reptiles humanoïdes et de la civilisation de Sumer. Donc nous sommes en plein dans les mystères de l'histoire. Les travaux d'Anton Parks sont analysés par le scientifique américain qui a travaillé longuement pour le projet SETI, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence, programme d'origine américaine qui date des années 1960 et qui regroupe des projets dans le but de détecter les signaux qu'une intelligence extraterrestre pourrait émettre, volontairement ou non, depuis sa planète et origine. Parks est parvenu à déchiffrer l'écriture cunéiforme alors que seulement quelques sommités scientifiques dans le monde y parviennent. Il a travaillé sur la décomposition des mots, a analysé leur lien avec nos langues modernes et il a démontré que les syllabes sumériennes et akkadiennes permettaient de décomposer les principaux mots de langage ancestraux. Ces études l'ont fait remonter aux sources mêmes de notre Genèse. Alors, il possède une formation de graphiste dans les disciplines du marketing et de la communication et travaillant dans ce domaine depuis 1985. Il s'est également spécialisé dans les cultures de l'Orient, l'Orient ancien, dès les années 2000. À ce titre, il est l'auteur de la série des chroniques de Girku. D'ailleurs, je crois que j'ai un exemplaire là, chronique du Girku. Voilà. Qui retrace sous la forme d'un récit et d'un minutieux travail de recherche les origines de l'humanité à travers le regard des dieux de nos mythologies. Anton Parks est aussi l'auteur de l'ouvrage Le Testament de la Vierge, un essai où il révèle les sources égyptiennes du Nouveau Testament et où il développe une nouvelle théorie sur le fonctionnement hydroélectrique et électromagnétique de la grande pyramide de Gizeh. Il y en a d'autres qui l'ont fait, comme Jacques Grimaud par exemple, que vous pouvez voir sur YouTube, où il explique ça très bien. Anton Parks est également le créateur d'une thèse révolutionnaire sur le codage de la langue sumérienne, étude exposée dans sa série des chroniques, où il est aussi retracé le processus qui l'a conduit à ces découvertes inédites. Fin 2005, il fut approché par l'équipe de Marcello G. Martorelli et Steve Curry afin de faire partie de l'expédition vers le pôle Nord en qualité de linguiste spécialisé dans le langage Jinabul proto-sumérien, expédition avortée en raison de la disparition prématurée de Steve Curry. Voilà. Donc, sacré parcours atypique. Voilà, donc maintenant, on passe au livre. Il y a plus de 10 000 ans, la grande citerne Atlante, Bou-Henem, est détruite lors du grand cataclysme signalé par Platon dans son Critias. Le dieu Thoth évoque l'existence de ce sanctuaire sacré et retrace ainsi l'histoire de l'Atlantide dans une longue composition gravée sur les murs du temple d'Edfou, en Haute-Égypte. L'archéologue français Auguste Mariette désensabla cet édifice à partir de 1860.
Bon, j'ai tourné le livre, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran si vous voulez lire la postface, la 4e de couve, je sais plus comment on appelle ça, en entier. Je vous lis la dernière partie qui est importante puisque ce temple des fous déclenche beaucoup de recherches évidemment par rapport à cette histoire très ancienne. Et en fait, pour les Égyptiens donc de cette très vieille époque, la seule façon de conserver en mémoire leur véritable passé fut de le consigner par écrit d'une façon cryptée. Voilà. Ce qui nous amène là à la dernière partie. Anton Parks nous livre ici une page importante de notre histoire par le biais de documents historiques et archéologiques de première main. Les doctrines atlantes codifiées par les rites et inscrites sur les murs du temple des Fous contribuent aujourd'hui à la reconstitution de notre passé. Un passé qui dépasse bien souvent notre entendement. Évidemment, j'ai mis des liens sous la vidéo par rapport aux artefacts qu'on considère trop mystérieux pour notre logique d'humain civilisé, entre guillemets. Voilà, bon, j'ai pas mis beaucoup de liens, mais il y en a 2 qui peuvent interpeller. La dernière marche des dieux rassemble pour la première fois ces documents oubliés à travers les âges. Ils forment certainement la source primordiale de Platon. Les portes de l'Atlantide nous sont de nouveau ouvertes. Voilà. Donc c'est chez Pana Books. Donc c'est l'auto-édition d'Anton Parks. Il y a eu des rééditions de certains de ses livres. Celui-là, je pense qu'il est présenté toujours pareil. Voilà, bon, c'est un format assez grand. Enfin, c'est pas un livre de poche, quoi. Hein. Vous voyez ma main. Bon, j'ai pas des grandes mains, mais il est, voilà, il est comme ça. Il mesure 23 cm sur 15 à peu près. Voilà. Donc, il y a 359 pages. Voilà. Il y a une bonne bibliographie. Hein. Voilà. 7 pages de bibliographie. Hein, dont certains sites. Donc, vous avez de quoi faire. Alors, ce qui est très agréable dans ce livre, c'est qu'il y a des images. Elles sont en noir et blanc, mais pour un livre d'études, c'est quand même pas mal. Bon, on voit rien. Si je sais pas, voilà. Il y en a un, il y en a plus. Voilà, il y en a. Et il y a même des reconstitutions. Alors ça, c'est super agréable. Et il y a une vidéo associée à ce livre. Donc voilà, il y a une vidéo qui est super pour présenter, pour donner envie de lire le livre. Voilà, il y a même des planches couleurs. Donc voilà, ça c'est pas mal quoi. Hein. La dédicace, il est dédié à Dorothy Eddy, alias Om Seti, et à son fidèle ami Annie El-Zeini. Et alors Dorothy Eddy, c'est décrit dans le livre, c'est une femme qui a eu un destin exceptionnel, vraiment aussi atypique qu'Anton Parks, on dira. Dans l'esprit un peu paranormal, quoi. Et elle a fait beaucoup avancer l'égyptologie. Voilà. Et elle a vécu à Abydos les 3/4 de sa vie, en fait. Il rend aussi hommage, ce livre, à Émile Amélino, qui fouilla la nécropole d'Abydos de novembre 1895 à mars 1899. Et c'est une sacrée histoire. Parce que l'archéologie égyptienne, c'est quand même un sacré panier de crabes, quoi. Et encore aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas fini. Il y a des batailles vraiment idéologiques, des batailles liées à des croyances limitantes. Ça en finit pas. Donc, il y a une préface de son ancien éditeur, Stéphane Vidali. Voilà.
Donc l'édition d'Anton Parks a changé, c'est vraiment son édition à lui maintenant. Et il travaille avec sa nouvelle femme, Anaëlle Parks. Ils ont en commun la médiumnité, puisque par canalisation, ils arrivent à trouver des données et à les vérifier, ce qui est un boulot énorme. Donc les déclarations, les dédicaces sont bien méritées. Donc je vais vous lire quelques petites parties de ce livre. Donc Émile Amélino, vous allez voir. On est en 1899. Je sais à quel reproche je m'expose en disant ma croyance en la réalité historique du personnage d'Osiris. Voilà. Le problème est posé dans ce livre, La dernière marche des dieux. Il s'agit bien, donc depuis la destruction d'Atlantis, Bou-Enem, de son nom d'origine, Bou-Enem, donc qui est détruite. Et donc, suite à cette destruction, c'est la grande migration de la marche des dieux. Voilà. Et donc, il y a une mythologie qui est très liée à l'eau, puisque le tombeau d'Osiris, qui a été trouvé donc par Émile Amélino, est un tombeau très particulier. Enfin, c'est un tombeau citerne, en fait. Voilà. L'eau, c'est l'origine primordiale de toute vie et de tout esprit. Enfin voilà, tout est dans les origines de l'eau. Donc voilà, c'est énorme ce qui se passe. Donc des déclarations d'Émile Amélino en 1899. Je sais à quel reproche je m'expose en disant ma croyance en la réalité historique du personnage d'Osiris. L'on ne m'a jamais fait encore le reproche de crédulité, et j'affirme que si je crois en la réalité historique d'Osiris, ce n'est point par crédulité, mais seulement d'après des faits qui m'ont paru devoir exiger ma foi tout entière. Je me contenterai d'espérer que la découverte de la réalité historique d'Osiris pèsera d'un grand poids dans la balance philosophique, et je me tiendrai très heureux d'avoir été l'instrument choisi pour la produire en pleine lumière scientifique. Émile Amélino, archéologue à Abydos, tiré de l'ouvrage Le tombeau d'Osiris, 1899. Voilà. Alors, la table des matières. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai commencé par la deuxième partie du livre. J'ai un défaut, c'est que j'adore commencer les livres pas du tout au début. Ça m'arrive souvent. Mais je m'en sors, hein. Voilà. Après, je recolle les morceaux, c'est génial. Donc, j'ai commencé par l'histoire de Dorothy Eady, cette fameuse égyptologue. Et j'avoue que ça m'a fascinée. Alors, la première partie... Bon, on va faire un petit zoom peut-être sur le livre. Dans la première partie, regard sur l'horizon. Le rappel de la légende, l'ancienne route des rescapés de l'Atlantide égyptienne, l'anthropologue Marcel Venem Zlumlanska, l'égyptologue Albert Schwarzman. Bon, deuxième partie. Le livre de Thoth, ou la véritable histoire de l'Atlantide. La présentation des registres de Thoth, selon les sages de Ouaret. Le livre de la description des monticules sacrés au commencement de l'âge primordial, fragment préservé. Donc tout ça, c'est sur ce fameux temple d'Edfou. Et c'est un sacré truc. Donc le registre des îles et des domaines primordiaux des dieux, la grande bataille contre Seth. Alors là, vous avez toute l'histoire des dieux, c'est très bien expliqué, quoi. Voilà. Si vous connaissez pas les dieux égyptiens, vous allez voir, c'est du costaud, quoi. Bon, il y a une histoire de famille, hein. Osiris, Seth, Isis. Bon, Seth a tué Osiris, il a démembré en 14 morceaux.
Isis a cherché les morceaux. Enfin bon, ça on en parle bien après dans le livre. Hein. Ah, c'est toute une histoire. Hein. Et puis elle aurait recomposé le corps d'Osiris pour avoir un enfant de lui. Donc elle a eu Horus après, donc grâce à cette union. Et donc après, il y a toute une course aussi avec Seth qui n'est pas un dieu positif en fait. Hein. Voilà, qui est le dieu des ténèbres, le dieu de la destruction. Et donc, dans cette histoire de l'Atlantide, on a ça, on a cette lutte entre des antagonismes perpétuels. Donc, le livre de commencement de l'âge primordial des dieux, fragments préservés, le livre du disque ailé. Le disque ailé, il s'agit de la naissance d'Horus. On a des détails sur les sciences, sur la technologie de l'époque. Donc c'est quand même super intéressant. On se réfère évidemment à Platon. Je crois que dans la plupart des atlantologues, si on peut dire ça comme ça, il y a toujours la référence à Platon de toute façon. Là, après, il y a une traque et le massacre des traîtres dans Lomé et les îles Atlantes. Ensuite, il y a le livre du commencement et de l'âge primordial des dieux, fragments préservés. La troisième partie, la longue marche des rescapés de l'engloutissement. Alors, c'est vraiment un polar, hein, il n'y a pas de souci là. Et tout ça, c'est sur ce fameux temple d'Edfu, qui est présenté dans la petite vidéo dont je vous ai parlé, qui parle du livre. Voilà, là, il y a une description, voilà, le dieu Thoth qui apparaît sur les murs du temple d'Edfu parmi les écrits sacrés. Voilà, il y a beaucoup de détails. Il retraduit les traductions qui ont été faites. C'est un sacré taf, hein, ce qu'il a fait. Vraiment, c'est un sacré boulot. Voilà, encore là des références. C'est hyper documenté. Il y a des notes en bas de page. Souvent, enfin, c'est... Voilà, Horus, Béouet, il explique ce que ça veut dire. Horus, Béouet, je crois que je l'ai noté par là. Horus, Béouet. Béouet, c'est la protection de la cité-île. Vous voyez, c'est toujours autour de l'eau que ça se passe. Tout se passe par rapport à l'eau. Voilà, avec les hiéroglyphes. Voilà, donc ça c'est la porte du temple d'Edfu. Voilà. Et les inscriptions sont à l'intérieur. Franchement, il y a des meilleures photos que ça, hein, mais au moins ça donne une idée. On lit le livre et on a tout de suite une vision des lieux, quoi. Même si c'est du noir et blanc. Voilà, là on le voit vraiment en couleur. Voilà, façade du temple d'Edfu en Haute-Égypte. Et là on a Anton Parks avec sa femme, sa première femme, Nora. Alors c'est marrant parce qu'il porte toujours une casquette. Pourquoi il porte une casquette? Il en parle dans une interview sur Nurea TV. Et du coup, parce que en fait, s'il met pas sa casquette, il a tout le temps des téléchargements d'informations qui lui arrivent dans la tête, quoi. En permanence, il a un esprit et ça lui arrive depuis tout petit, ce truc, hein. Donc c'est énorme, hein. C'est très particulier son destin. Donc voilà. Bon, je continue à table des matières, hein, parce que je m'éparpille. Donc, la troisième partie, la longue marche des rescapés de l'engloutissement. Donc, il y a un gros déluge. Hein, il y a un problème cosmique, en fait. Et il y a une comète qui est reliée au satellite à l'époque qui deviendra Vénus. Et ce satellite, appelé l'œil du son par les dieux,
C'est nommé l'œil du son. On se croirait presque dans le Seigneur des Anneaux. C'est ce qui a détruit donc l'ancienne civilisation atlante. Donc, après le démantèlement, la dissolution de cette comète, il y a Vénus qui vient sur la scène, la planète Vénus. Et donc, du coup, ça remonterait à moins 12 000 à moins 10 000 ans. Donc, vous voyez, c'est assez récent quand même, hein, d'après les données là qu'on a. Hein. Il y en a d'autres qui donnent des dates bien plus anciennes. Comète géante qui provoque une catastrophe cosmique de l'astre noir, moins 12 000 à moins 10 000 ans. Voilà, et les restes actuels d'astéroïdes qui se situent entre Mars et Jupiter, et la propulsion de l'ancien satellite Vénus nommé Œil du Son au temple d'Edfu. Alors il y a des effets sur les Açores plus les Canaries, le tsunami gigantesque et les hypothèses des destructions volcaniques à venir. Alors il y a plein de recherches sur la sismologie, les océanographes, les archéologues, et j'en passe. Enfin, il y a beaucoup de théories, d'hypothèses sur des futurs cataclysmes au niveau des Canaries. Alors, il cite le cas des Guanches, hein, les ancêtres des Canaries, qui auraient été donc des descendants de ces Atlantes. Et donc après, on arrive sur donc l'histoire d'Abydos. Alors Abydos et l'enfance de cette fameuse dame Dorothy Eddy. Alors Abydos, quand même, je vais vous présenter Abydos. Abydos, c'est une ville qui a un statut particulier en Égypte. Voilà, donc depuis la plus haute antiquité, c'était le théâtre de rites dont très peu de renseignements nous parviennent. Alors, je sais plus où ils en parlent dans la ville. Cette ville étrange et peu fréquentée, c'est pourtant le centre religieux de toute l'Égypte. Oui, alors où se situe-t-elle? Elle se situe dans l'une des zones les plus pauvres d'Égypte. Elle est distante de près de 170 km du nord-ouest de Luxor et à près de 500 km au sud du Caire. Donc le tourisme y est quasiment nul. Baisse la musique. Voilà. Abydos siège dans la 8e nome de Haute-Égypte, dans le district de Taour, la Grande Terre, la terre primordiale. On y revient encore dans cette histoire de terre primordiale. L'accès au site ne s'effectue qu'en convoi armé et certains taxis peuvent toutefois proposer le trajet en dehors des convois, mais les patrouilles de police finissent toujours par vous repérer et vous accompagner jusqu'à destination. Vous voyez, c'est très particulier. Donc cette ville étrange et peu fréquentée, c'est le centre religieux de toute l'Égypte et la ville d'Osiris par excellence. Voilà, donc quand Émile Amelino il a trouvé le tombeau d'Osiris que tout le monde cherchait, et c'était un jeune prêtre, Émile Amelino, prêtre du diocèse de Rennes, et il a été l'élève de Gaston Maspero, qui était un archéologue beaucoup plus connu, qui avait beaucoup plus d'autorité dans le milieu, on va dire, et qui était professeur d'égyptologie. Il a suivi donc les cours avec lui, et évidemment, il a suscité énormément de jalousie quand il a trouvé ce fameux tombeau. Voilà, donc parce que juste avant lui, il y a un archéologue, Auguste Mariette, il en parle dans le livre, qui s'est épuisé à fouiller. En fait, il a trouvé d'autres temples, mais il n'a pas trouvé le tombeau d'Osiris. Tout bêtement parce que en fouillant, tous les gravats et tous les restes, donc fouillés, ils étaient entassés
Ça faisait des montagnes et des montagnes de petites poteries. C'était des offrandes pour les dieux. Donc, ils ont trouvé des monticules de poteries accumulées. Et là où il y avait l'accumulation des poteries, bah, c'était par-dessus, en fait, là où il aurait fallu fouiller pour trouver ce fameux tombeau d'Osiris. C'est énorme. Bon, voilà. Donc c'était un novice, c'était Mila Milino, le novice face au plus grand, convaincu de l'origine historique des personnages de chair et de sang. Donc en plus de ça, eh bien, ils n'ont pas voulu reconnaître du tout ces théories, que ces dieux étaient peut-être finalement des êtres vraiment réels. Voilà, donc ce livre, il pose ce problème quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire de mythologie? Est-ce que ces êtres ont réellement existé? Alors, quelques images. Voilà, là on a donc le dieu Thoth. Le livre du commencement de l'âge primordial des dieux. Donc je vais sauter, hein, je ne vais pas vous embêter avec toutes les pages. Ah, je voulais juste vous montrer un artefact qui est quand même intéressant. Le voilà. Ça. Bon, ça c'est un truc de ouf. Hein. Un truc de fou, comme on dit, pour parler français. Donc, ça, ce sont le jet. Les jets, c'est des pylônes électriques. Quand même, hein. Et il se trouve que ces jets, eh bien, ce sont donc des bobines de type Tesla. Hein. Voilà, dans ces textes, le soubassement des piliers plongés dans l'eau accrédite donc l'hypothèse d'Anton Parks, c'est que pour l'anecdote, à la fin des années 1870, Nikola Tesla, inventeur des bobines du même nom, fut renvoyé sans ménagement de la meilleure école technique de Yougoslavie après avoir affirmé qu'il pouvait construire un générateur qui créerait de la puissance électrique à l'aide d'un cours d'eau. Voilà, et les registres de Thoth, ils font ça. Et dans la mythologie de l'Atlantide, quand ces pylônes-là, ces jets, ils appellent ça des jets, ils ont été détruits, ça a foutu, ça a provoqué des destructions. À chaque fois qu'ils ont été détruits, ces pylônes, ils ont provoqué des destructions. Donc il y avait une technologie extrêmement avancée, c'est clair, avec l'eau. Voilà, donc ça c'est une reconstitution de l'Osiréon d'Abydos, hein, dont l'original devait être le Bouhénem Atlante. Donc ils ont fait une reproduction de cette citerne qui était à Bouhénem, donc l'Atlantis. Voilà. On va voir des choses plus précises sur les images. C'est vraiment très agréable d'avoir des images comme ça. Ben, voilà, des reconstitutions. Donc, il a dans ce livre un monsieur qui s'appelle Franz Lavin. Donc, c'est lui qui a fait le mini-film qui va avec le livre. Donc, vous avez des reconstitutions de paysages d'époque atlante. Hein. Voilà, c'est super. Bouhénem, voilà, Atlantis. Ça, ce sont les fameuses pyramides des Canaries. Donc, je vous explique pas tout. Une momie à Tenerife, ouais, des Guanches. Un panorama des Canaries. Voilà. Parce que bon, il parle aussi de ça par rapport à l'ancienne Atlantide. Et donc là, on est en reconstitution de l'Osiréon. Donc là, c'est les reliques d'Osiris, ça. Et devant, il y aurait le tombeau. Et donc, en dessous, là, on a de l'eau, quoi. Donc là, on est dans les fouilles, voilà. Et là, on arrive sur l'enfance de Dorothy Eddy. Voilà. Alors, Dorothy Eddy, je vous dis pas comment, mais elle a fait progresser énormément la science parce que il lui est arrivé des choses des phénomènes paranormaux. Et elle a reçu des informations d'une manière complètement incroyable.
elle a voyagé dans une ancienne vie et grâce à ces données-là, on a fait des découvertes. Et elle a beaucoup aidé les égyptologues, sans vouloir elle-même se glorifier de tout ce qu'elle savait. Donc, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits grâce à elle, mais elle a écrit juste un livre que Anton Parks a eu la chance de trouver quand il est allé là-bas et qu'il a pu acheter en 1981. Et donc, c'est ça qui a déclenché son désir d'écrire ce livre. Voilà, donc c'est un plan de Loisiréon. Là, c'est l'adolescence de Dorothy Eady, au cœur de la guerre, une enfance très particulière, Londres détruite par les Allemands. Premier contact avec l'au-delà, voilà. Donc, on décrit son histoire. Donc là, l'île centrale de Loisiréon, et ça, c'est des photos de 1926. Parce que après ils ont continué, hein, et c'était énorme tout ce qu'il y avait. Au niveau, il y avait une voûte, il y avait une salle en souterrain et avec une voûte immense, quoi. Voilà, les mystères d'Osiris et la confirmation de la découverte d'Émile Amélino. Voilà, bien après, eh bien, il a été reconnu quand même dans ses recherches. Voilà, une structure aménagée de cette Loisiréon. La restitution possible du temple de Séti Ier et de sa colline sacrée. Donc, bon, voilà, le lit d'Osiris. La tombe d'Osiris Djer. Le premier voyage de Dorothy à Abydos. Ah oui, parce qu'elle n'y est pas arrivée tout de suite. Hein, elle s'est mariée avant. Voilà, mais bon, c'est fou ce qui lui est arrivé. Voilà, les faubourgs d'Abydos. Aujourd'hui, l'extrême pauvreté de ce lieu mythique ne laisse pas indifférent. Voilà l'intérieur du temple de Séti Ier. Donc Séti Ier, c'était un roi, 1285. J'ai noté ça. Avant Jésus-Christ, une vierge d'Isis ayant eu une relation amoureuse avec le roi Séti Ier est interrogée par des prêtres et elle se suicide parce qu'il était absolument impensable qu'une prêtresse puisse avoir un lien avec un roi. Elle était destinée au... comment on appelle ça, aux dieux, aux rites sacrés, et c'est tout. Elle a beaucoup écrit là-dessus, voilà, et après elle s'est appelée Om Séti. Dorothy Eady est devenue Om Séti. Bon voilà, et donc là, Dorothy Eady, Om Séti, photographie prise par un touriste allemand anonyme. Elle vivait très très modestement. On lui a pourtant proposé d'habiter une maison bien logée. Son fils était parti travailler, je sais plus, en Arabie, je crois. Bien, avec une bonne situation, mais non, elle a jamais voulu partir. Voilà. Et alors après, à la fin, on arrive... Voilà le tombeau. Voilà encore Dorothy Eady. Voilà, alors le tombeau de Dorothy Eady, c'est... Enfin, là, elle a été enterrée, elle voulait être enterrée dans son jardin. Elle avait tout préparé pour être enterrée dans son jardin. Ben, ils l'ont foutu à l'orée du village. Voilà. C'est dramatique, hein. Donc en plein désert, voilà la tombe d'Om Séti, constituée en un amoncellement de pierres sans aucun caractère officiel,
si ce n'est la présence de quelques offrandes posées sur les cailloux par de rares visiteurs. Bon, c'est triste. Voilà, le début et la fin. Bon, là c'est l'histoire du chaos. À moins 3000. Et par contre, l'histoire de Moïse. Voleur et parjure. Alors là, il en prend pour son grade, Moïse. Hein. Je vous dis pas. Hein. Parce que Moïse, ça expliquerait pourquoi la population juive a été aussi mal aimée, maltraitée. Ça explique beaucoup de choses. Donc, la théorie dont on parle sur Moïse, c'est pas du tout le bébé qui sort d'un couffin. Pas du tout. C'est un dignitaire qui se serait appelé Ramosé et qui était le vizir du grand roi Akhenaton. Voilà. Qui a donc eu la bonne idée de vouloir changer la religion égyptienne. Bon, vous en savez un peu quelque chose, peut-être ceux qui s'y intéressent. Et il y a une émission là-dessus sur Arte, mais il parle pas de tout ce que je dis là, évidemment. Et du coup, ce monsieur, il avait beaucoup de pouvoir, effectivement. Puis il connaissait tous les secrets religieux. Voilà, là il parle, Ramosé, noble vizir, directeur de travaux royaux, juge responsable des prêtres et des temples. À l'instar de Moïse, et grâce à la fonction du chef suprême de l'exécutif, il incarne les yeux et les oreilles du souverain. Raison pour laquelle on le dit savant entre les savants. Donc le savant des savants, quoi. Le plus haut dignitaire religieux, administratif, tout. Voilà, grand maître de l'écriture. Il se charge aussi de la gestion des archives royales. Il connaît les secrets de la tombe d'Osiris, etc., etc. Mais comme l'autre, il a voulu, le pharaon, là, changer la religion, ça s'est pas très bien passé, hein. Donc, je vous raconte pas l'histoire. Effondrement donc du clergé d'Amon et la fuite de l'Égypte. Voilà. Donc, il donne la signification du mot hébreu. Donc, je ne sais plus où ça s'écrit, mais vous verrez. Signification du mot hébreu. Ça a une signification de pauvreté, en fait. Très intéressant. Alors, donc, il aurait embarqué les arches d'Osiris, n'est-ce pas? Hein? Il y avait toutes les archives, etc. Enfin bon, sacrilège, quoi. Et le corps d'Osiris, l'arche numéro 2. Voilà. Et donc, après, on retrouve le chandelier. Le chandelier à 7 branches qui provient des fouilles de la vieille Jérusalem, mais... cette branche, cette voie divine, c'est égyptien. Voilà, on le retrouve justement à Abydos, dans le temple de Séti Ier. Voilà, soit près de 1330 années avant sa plus ancienne représentation trouvée à Jérusalem. Quand même. Donc ça, c'est l'acheminement des 7 barques divines au cœur du temple de Séti Ier. Vous voyez, c'est tout autour de l'eau, hein. Donc ça, c'est lié au rituel. Et du coup, des déplacements très savants, c'est une super, très intéressant. Voilà, alors là on retrouve encore les fameux pylônes là, mais là ça prend la forme d'un bâton de pouvoir en forme de djed, voilà le djed, ces espèces de pylônes. Voilà, donc le pouvoir monstrueux de Moïse, il explique comment il a acquis ses pouvoirs. Hein. Voilà, mais bon, il y avait une technologie extrêmement savante, très évoluée. Ouais. Bon, voilà, là vous avez la biographie, divers. L'Atlantide et les Berbères, parce que aussi, évidemment, les Berbères, ils viennent de très loin. Hein. Les Canaries, Abydos. Edfou, égyptologie,
Homme SETI, revue études du dossier, internet, voilà, toutes les sources internet. Donc, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne lecture si vous décidez de le lire. C'est un livre très passionnant. Voilà. Comme je pense la plupart des livres de Anton Parks. Je vous souhaite une très... Donc j'espère que vous avez aimé cette présentation de ce livre qui est vraiment très agréable à lire. C'est très très bien documenté, c'est très bien écrit. Et j'espère que si vous avez l'occasion de le lire, vous prendrez beaucoup de plaisir comme moi j'en ai pris. À bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.